Ok, bonsoir à tous. Donc on se retrouve pour une petite vidéo. Euh, il semblerait on en est encore en 2024, hein, bientôt en 2025, à prouver les effets de l'activité physique et de l'alimentation sur la santé globale. Donc, ce qui peut paraître complètement être une hérésie, hein, mais donc vu qu'on en est là, on peut, voilà, on peut échanger sur ce sujet. Donc, je vous ai trouvé une petite étude qui est parue sur PubMed, hein. Vous aurez les références dans la vidéo. Donc, voilà, de l'Université de Gênes. C'est pas une étude qui est trop vieille, hein, parce elle a été publiée en 2024, au mois de juillet, donc très très récente. Donc, qui parle en fait de l'alimentation, en tout cas la corrélation entre l'alimentation, l'activité physique et la prévention du cancer du sein. Donc voilà, là pardon, on focus sur le cancer du sein, mais voilà, on pourrait parler d'autres cancers et surtout d'autres problèmes et d'autres maladies, hein, d'autres pathologies qui pourraient venir se greffer par-dessus, comme le diabète. Mais je crois que de toute façon, il y a aussi une partie qui est abordée à ce sujet dans cette étude. Donc je la découvre pas, j'ai eu le temps de la survoler vite fait tout à l'heure, donc je vous lis l'abstrait. Il existe actuellement un intérêt croissant pour les régimes alimentaires et les habitudes d'activité physique qui peuvent être bénéfiques pour prévenir et traiter le cancer du sein, d'accord. De plus en plus de preuves indiquent qu'en effet, le régime méditerranéen, la Med-Diet et l'activité physique régulière contribuent probablement tous deux à réduire le risque de développer le cancer du sein. Donc pour les personnes ayant déjà reçu un diagnostic du cancer du sein, ces interventions peuvent diminuer le risque de récidive tumorale après le traitement et améliorer la qualité de vie. Donc les études montrent également le potentiel d'autres interventions diététiques, notamment le jeûne ou les jeûnes modifiés. Donc ça, je ne vais pas forcément trop étayer sur le jeûne et le jeûne modifié. Il semblerait quand même que le jeûne ait de vraies vertus. D'ailleurs, moi, pour tout vous dire, je le conseille, hein, à mes clients. Alors, pas à tout le monde non plus, hein. On voit que sur certaines pathologies comme la cirrhose, par exemple, il y a des contre-indications. Donc, le jeûne, pas pour tout le monde et pas tout le temps non plus. Donc voilà, mais je pense que quelques séances, en tout cas quelques séquences de jeûne dans l'année, peut être complètement bénéfique quand même. Donc la restriction calorique, les régimes cétogènes et le régime végétalien ou à base de plantes pour améliorer l'efficacité des thérapies du cancer du sein. Il faut savoir aussi que le régime cétogène, aujourd'hui on en parle beaucoup. Donc le régime cétogène, c'est se mettre en état de cétose, hein, c'est-à-dire de ne plus intégrer de glucides ou très peu dans son alimentation afin de shunter finalement le système énergétique de la cellule et passer plutôt sur une oxydation des graisses, d'accord, ces fameux corps cétoniques. Donc là, c'est pareil. Moi, j'ai pu lire aussi quelques papiers par rapport quelques études par rapport à la cétogène sur le cancer. Alors, il semblerait que ça marche plutôt pas mal. Le problème, c'est que plus la chimiothérapie, l'état de fatigue, le fait d'enlever les glucides, c'est quelque chose qui reste super dur, super éprouvant. Donc, pourquoi aussi le régime cétogène par rapport au cancer et par rapport à la tumeur? Simplement parce que le glucose étant la voie métabolique énergétique la plus simple et la plus rapide, les molécules, donc les cellules cancéreuses, se nourrissent préférentiellement, en tout cas de glucose. Donc on va dire que sur la croissance de la cellule, ça a son importance. Donc voilà, on viendrait justement chanter par le cétogène. Mais bon, c'est pas le but en tout cas de la vidéo. Donc, mais c'était de parler quand même du régime en règle générale, enfin de l'alimentation et de l'activité physique. Donc, qu'est-ce que je pourrais... Alors, je ne vais pas tout vous citer, hein, on va prendre quelques extraits comme ça, les plus parlants, et puis on va essayer de les décrypter ensemble. Donc voilà, on parle du régime méditerranéen, qui est un régime alimentaire à base de plantes composé d'une faible teneur en graisses saturées, donc pour faire simple, les graisses animales, d'une teneur élevée en graisses monoinsaturées. Donc les monoinsaturées, vous savez, c'est la fameuse acide oléique, hein, qu'on trouve notamment dans l'huile d'olive, dans les avocats, je crois aussi. Et une abondance de fibres alimentaires. Il comprend des légumes, des fruits frais, des légumineuses, des céréales non raffinées, pardon, des noix des noix, de la volaille, une quantité modérée de fruits de mer, certainement pour la partie iodée, en tout cas super intéressante, notamment pour la thyroïde, et des produits laitiers, une faible consommation de viande rouge. Alors là, c'est pareil sur la viande rouge. Aujourd'hui,
Il faut savoir que c'est un petit peu, je pense que c'est un peu biaisé aussi, hein, ce qu'on peut entendre sur la viande rouge. C'est pas que la consommation de la viande rouge en tant que telle est nocive, c'est plutôt que la viande rouge, aujourd'hui d'ailleurs conjuguée à de plus en plus de choses, on va dire, d'élevage euh, sur notre planète, hein, finalement, et ben, contraint justement les éleveurs à faire de mauvais choix. D'accord? Alors je dis des éleveurs, c'est pas les éleveurs le problème, mais c'est plutôt les lobbies qui viennent se greffer là-dessus et qui font qu'il faut produire de plus en plus vite et de plus en plus. Donc on produit vraiment de la viande rouge de mauvaise qualité. Et d'ailleurs, c'est ce que le docteur Signalé traduisait, je crois, comme voilà, essayer de se nourrir sur une planète malade, c'est très compliqué. Vous voyez, donc c'est pas forcément la viande rouge qui pose un problème, c'est peut-être aussi l'état en réalité de nos élevages et de la façon en tout cas d'élever, mais pas que la viande finalement, hein. Vous verrez que c'est c'est un petit peu le critère commun à tous nos modes d'élevage, même le bio. Voilà, donc là, ensuite, il y a un petit passage sur l'activité physique qui joue un rôle crucial dans la gestion et la prévention du cancer du sein, offrant une multitude d'avantages qui améliorent les résultats pour les patients et réduisent les risques de maladie. L'exercice régulier peut améliorer l'efficacité des thérapies anticancéreuses et augmente la condition physique et la résilience globale. Donc voilà, l'idée, hein, vous l'avez compris, c'est aussi, et c'est surtout ce qu'on parle quand on parle de stress hormétique, en tout cas, c'est de créer des adaptations pardon, qui permettra au corps la résilience, c'est-à-dire de savoir gérer le stress, d'accord, et cette adaptation et cette réponse adaptative. Donc voilà, pas trop non plus, il ne faut pas aller dans l'excès, hein, c'est pour ça que l'activité physique excessive peut être contre-productive, mais en revanche, voilà, quand le stress est bien dosé, et voilà. Et en fait, on parle d'activité physique, mais j'ai envie de vous dire, le stress, qu'il soit physique, psychologique, émotionnel, en fait, c'est un petit peu la même chose, hein. Quand vous voulez rentrer en état de résilience, eh bien, il faut donner la juste dose, en fait, pour permettre l'adaptation. Voilà pour cette partie. Donc voilà, hein, ce qui aide les patients à mieux tolérer les traitements tels que la chimio et la radiothérapie. L'activité physique est également connue pour atténuer les effets secondaires associés à ces thérapies, notamment la fatigue, les nausées, la douleur, améliorant ainsi la qualité de vie des patients. Voilà. De plus, le maintien d'un mode de vie actif aide à lutter contre l'obésité. Donc là, on va en parler aussi. Un facteur de risque important du cancer du sein. Donc voilà pourquoi on va parler de l'obésité aussi, et pas forcément de l'obésité. Voilà, déjà, on pourrait parler du surpoids. L'augmentation, en tout cas, du tissu adipeux va forcément créer à un moment ou à un autre de l'inflammation. Pourquoi? Bah déjà, il faut savoir que alors là, ça va être un peu... Je vais pas partir là-dedans parce que je pense qu'on va taper à 2 heures de vidéo, mais on va plutôt développer, puis je vais vous montrer deux ou trois choses qui vont peut-être être un peu plus parlants que mettre des mots compliqués bout à bout. Donc voilà, on va continuer. Donc exploration des mécanismes contre le cancer et l'emploi du régime alimentaire méditerranéen. Donc le mécanisme précis, il n'a pas encore été vraiment déterminé. euh, et ses effets bénéfiques dans la lutte contre les maladies cardiaques, mais les cancers et d'autres troubles métaboliques n'est pas entièrement compris. D'accord? Donc on a émis l'hypothèse que divers composants nutritifs présents dans le régime alimentaire méditerranéen contribueraient aux effets bénéfiques observés dans la figure numéro 1, donc juste en dessous. Donc sur les effets bénéfiques, après moi je vais un petit peu étayer par rapport à ça, mais on voit l'effet général anti-inflammatoire. D'accord? Il faut savoir que l'inflammation dans le corps, c'est quelque chose de normal, hein, mais c'est quand l'inflammation devient chronique, quand elle est de plus en plus régulière, que là, ça pose des problèmes. La cellule, ce qui force finalement la cellule à se reconstruire, et donc voilà, qui n'est pas quelque chose de sain hein, sur du long cours. Donc voilà, on voit un effet positif sur le microbiote, hein, on voit aussi sur l'autophagie, donc l'autophagie qui est finalement on va dire le cannibalisme de la cellule, hein. Finalement, on vient exterminer finalement les cellules qui sont malades au profit des cellules saines. Quelque chose qui est plutôt positif. Le cholestérol aussi, sur les niveaux de cholestérol. Alors là, aujourd'hui, il y a aussi un grand débat entre le LDL, le HDL, enfin les bons ou mauvais cholestérol. C'est pas si simple que ça finalement. Donc il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais.
mais n'empêche qu'il y a des marqueurs hein, qu'il faut regarder. Et les antioxydants, l'effet des antioxydants sur les radicaux libres, hein, tout simplement qu'on appelle aussi des ERO, hein, les espèces réactives de l'oxygène. Les radicaux libres, qu'est-ce que c'est finalement? C'est un oxygène, en tout cas un atome d'oxygène qui aurait perdu son électron et qui va chercher à le récupérer en foutant un gros bordel dans les cellules. C'est-à-dire que il va le récupérer même sur, on va dire, sur des atomes qui sont importants. Voilà. Donc il va le récupérer en foutant lui-même un gros bordel. Donc voilà, les radicaux libres qui sont aussi, finalement, je pense qu'un des effets principaux des radicaux libres, hein, c'est le vieillissement de la cellule, hein, simplement. Donc voilà, on va continuer un petit peu. Le résumé des mécanismes potentiels par lesquels le régime med-diète améliore oui, les processus biologiques. Ok, ça nous apporte pas grand-chose. Oui, d'ailleurs, je vous parlais des radicaux libres hein, qui peuvent faire des dégâts sur le noyau, hein, donc des dommages directement liés à l'ADN. Là, c'est intéressant parce qu'on parle des effets antioxydants et anti-inflammatoires. Donc voilà, dans les antioxydants, on peut citer les flavonoïdes hein, derrière. Voilà, d'ailleurs, j'ai lu une étude il n'y a pas longtemps, en tout cas un papier qui disait que finalement, sur l'alimentation bio, en tout cas traditionnelle, il y avait plus, on avait plus finalement d'antioxydants. Pourquoi? Parce que la plante, n'étant pas préservée finalement par tout ce qui serait, comment dire, pesticides et compagnie, devrait se débrouiller en fait entre guillemets toute seule pour justement essayer de contrer à ces attaques extérieures. Donc quelque chose qui, voilà, en résumé, plus vous allez manger une plante qui va être, ou un légume, ou ce que vous voulez, un fruit qui va être prélevé de façon naturelle, eh bien, plus il va contenir en tout cas déjà de micronutriments, hein, parce que il aura eu le temps d'arriver à maturité et de prendre son temps, donc de collecter tout ce qu'il faut, et finalement sur les antioxydants aussi ça aura un impact. Donc ça c'est intéressant aussi de le savoir. Donc voilà, on continue sur les antioxydants. Donc voilà, les rétinoïdes naturels tels que l'acide alors, hop, rétinoïque, ok, je ne le connais pas forcément, 9,6, c'est la conformation de l'acide, sont structurellement et fonctionnellement similaires à la vitamine A. Donc cette fameuse vitamine A qui est une vitamine liposoluble, hein, ADEK, ADEC, ou pour ceux qui ont la référence, donc qui sont des antioxydants aussi naturels, hein. Leurs effets bénéfiques contre le cancer sont dus à leur capacité à moduler diverses caractéristiques du cancer, notamment l'arrêt de la croissance du cycle cellulaire, l'apoptose. Donc l'apoptose qui est l'extermination hein, que je parlais tout à l'heure, l'apoptose, la destruction en tout cas de la cellule, hein. Il y a un bouton d'alerte et de destruction de la cellule quand on s'aperçoit finalement que la cellule est biaisée. Donc voilà, sur l'inflammation et l'angiogénèse. Donc l'angiogénèse aussi qui est finalement la fabrication de nouveaux vaisseaux. D'accord. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir aussi sur l'activité physique, notamment l'activité aérobie, hein, qui a vraiment cette prétention de pouvoir créer de nouveaux vaisseaux, hein, finalement, alors de nouveaux capillaires sanguins, qui va venir finalement mieux oxygéner les muscles, le cœur. En fait, voilà, tout le réseau va être résilient. D'accord, on va augmenter en tout cas ces facteurs-là. Alors ensuite, on parle de l'huile d'olive, hein, qui est la principale source de graisse dans le régime alimentaire méditerranéen. Donc, pour rappel, l'huile d'olive oméga 9, acide oléique, hein, qui est vraiment. Donc, on parle de différentes graisses saturées animales, oméga. Alors les plus, voilà, les saturés, les monoinsaturés, les polyinsaturés, dont les oméga 3 et oméga 6 dans les polyinsaturés. Donc voilà, oui, donc ils disent hein, riche en acides gras, en particulier l'acide oléique. Donc voilà, 200 composés mineurs. Donc on sait qu'aussi l'huile d'olive elle est pulsée hein, par les antioxydants. Précisons quand même qu'il y a des énormes différences entre des marques d'huile d'olive et d'autres, d'accord. Donc voilà, sur cet impact en tout cas de polyphénol, hein, on voit qu'il y a un rapport des fois de différence à x7 pour certaines huiles d'olive. Donc voilà, l'idée c'est quand même d'essayer de mettre, enfin tout est relatif, mais d'essayer d'acheter ces produits de bonne facture
mais en négligeant pas la qualité. C'est-à-dire que des fois, il faut mieux payer un peu plus cher ses aliments et plutôt que, voilà, vous voyez, sur le facteur de 7, par exemple, si je prends une huile Puget à la con, hein, le truc qui se vend en grande surface, bio, ok, bah, vous auriez potentiellement 7 fois moins de polyphénol dedans. Donc voilà, ce qui paraît pas. Enfin voilà, moi vous me vendez un truc, est-ce que le prix est divisé par 7? Je suis pas certain non plus, sinon il se ferait pas de pognon, quoi. Vous avez compris le raisonnement. Donc voilà, on pourrait continuer encore. Alors je veux pas que cette vidéo soit trop longue, mais tenez, on va aller regarder de ce côté-là. Donc on voit que finalement les résultats hein, liés justement à tous ces protocoles, alors là c'est plutôt sur la diète méditerranéenne. Donc on voit que les femmes du groupe MedDiet, donc avec celles qui ont consommé de l'huile d'olive, hein, ont observé une diminution remarquable de 62% du risque de cancer colorectal invasif par rapport au groupe témoin. Donc ça paraît juste incroyable, mais vraiment retenez ça. À l'inverse, celle du groupe MedDiet plus noix, donc ce qu'on parlait. Alors non, je crois pas que j'ai abordé ça. Les noix, donc voilà, on voit que les oléagineux, hein, les noix font partie des oléagineux. On voit qu'aujourd'hui, on en consomme de plus en plus. Donc il y a aussi pas mal de choses à dire, par exemple sur l'oxydation hein, des noix et des graisses en règle générale. Alors des graisses, non, c'est pas le bon terme, mais des lipides en tout cas. Donc il y a beaucoup à dire aussi sur le choix, l'oxydation, c'est-à-dire essayer de trouver des noix plutôt fraîches, donc favoriser forcément les noix de Grenoble hein, pour les gens qui habitent en France. C'est vrai que j'entends beaucoup parler des noix du Brésil hein, pour sa teneur en sélénium. Alors là c'est pareil, hein, tout ne se vaut pas, quoi. On ne peut pas tout comparer. Hein. Et selon aussi le stock, c'est des oléagineux, c'est des graines hein, qui ont pris l'avion. Enfin, il y a plein de choses qui font que derrière, déjà d'une, c'est pas trop éthique hein, d'en consommer trop et que finalement on arrive à retrouver aussi d'autres sources de sélénium par exemple, là, parce qu'on parlait de la noix du Brésil, mais ailleurs hein, tout simplement. Voilà, et quelque chose aussi qui est lié aux noix. Alors, on entend parler, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais on parle des oxalates, hein, l'acide oxalique, euh, qui derrière, finalement, va amener comment dire, des petits caillots, des petits cristaux, finalement, dans les reins, qui vont conduire à la lithiase. D'accord, donc forme de calcul rénaux. Et voilà, donc attention à la consommation aussi d'oléagineux. Voilà. Et la deuxième partie aussi des oléagineux, c'est qu'à un certain moment, donc c'est pas à manger tout le temps. Hein, c'est au 100 grammes. Je vous rappelle que des oléagineux, c'est un peu plus de 600 calories au 100. Enfin, peut-être pas un peu plus, mais aux alentours de 600 calories au 100 grammes. Donc voilà. Donc, et là, la réduction du risque n'a pas été significativement statistique, pardon. Et donc voilà. Donc favoriser forcément l'acide oléique. Voilà, donc on continue et puis on va pas tarder à arrêter. Hein. Je voulais pas que cette vidéo soit trop longue. Donc voilà, là, tiens, ça m'intéresse pas mal parce que c'est visuel. Un aperçu des mécanismes potentiels de l'activité physique dans la prévention et le traitement du cancer du sein, donc augmentation des niveaux, machin, machin. Donc là, en réalité, bah voilà, on a les effets positifs liés à l'activité physique par rapport à une personne en obésité. Donc voilà, on voit que alors ça va baisser les niveaux d'insuline, forcément. Les niveaux de cortisol, alors ça c'est pareil, cortisol c'est à voir, hein. Quand les entraînements sont bien gérés, ça va. Par contre, le problème avec l'entraînement, c'est que à l'excès, ça fera aussi monter votre taux de cortisone. Donc voilà, ça agit sur la leptine. Ça fait baisser, donc alors là on voit que ça a des impacts pardon, sur l'épigénétique et sur les altérations épigénétiques, donc l'expression de vos gènes hein, par rapport à justement ce que vous êtes en train de faire. Les effets anti-inflammatoires hein, sur l'interleukine 10, le TNF-alpha et la CRP finalement par extension. Donc le TNF-alpha qui est aussi comme l'interleukine hein, une cytokine inflammatoire. Donc c'est une lipoprotéine hein, qui va finalement déclencher, enfin qui va être facteur d'inflammation et qui va déclencher la CRP, qui est un indicateur inflammatoire, voilà, qui se passe entre autres
dans le foie. Un truc intéressant aussi, je ne sais pas si on parlait, si tout à l'heure on a parlé d'apoptose, mais là on parle de la NK, la cellule NK, donc la Natural Killer cellule, hein, qui est finalement une façon du système, qu'a le système immunitaire à combattre la tumeur, donc il va venir justement hein, faire son boulot et venir combattre les tumeurs. Donc l'idée quand même, vous voyez derrière, c'est que l'activité physique, pas que sur finalement le cancer, même sur la prévention, sur toutes les maladies, sur l'insuline notamment, hein, on voit qu'aujourd'hui, HbA1c aussi, sur les niveaux comment dire, d'oxydation, ça a forcément un effet sur l'hémoglobine glyquée, voilà, chercher le mot, ça a forcément un effet derrière d'aller consommer finalement plus de calories, consommer plus de sucre aussi, hein. Moi je le dis, je le répète, pour les gens qui n'arrivent pas à gérer ces apports leurs apports pardon, en glucides, eh bien le meilleur moyen de pouvoir les gérer aujourd'hui, c'est de faire de l'activité physique, parce que c'est un des meilleurs moyens de dépléter justement cet apport en énergie. Donc voilà, tout simplement pour aller créer cette fameuse ATP qui va vous servir euh, à développer votre sport préféré. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, en tout cas vous aura un petit peu convaincu si vous ne l'étiez pas des bénéfices en termes de santé. Donc j'ai mis l'accent sur le cancer du sein. Je pense que voilà, je vous invite en tout cas à lire cet article, pardon, à vous informer aussi, hein, pas croire les gens sur parole. Et voilà, moi je vous souhaite en tout cas une bonne diète, un bon sport, d'accord, une bonne activité physique. Et n'oubliez pas hein, que le temps, c'est vraiment la donnée la plus précieuse dans le monde, hein, que vous soyez balayeur ou milliardaire, c'est la même pour tous. Donc, économisez votre temps, écoutez les gens qui ont un background qui peuvent vous amener en tout cas à vos objectifs. Si c'est pour gagner du temps et gagner de l'espérance de vie en plus, bah voilà, c'est tout gagné. Allez, à plus les amis.